Bonjour à tous, ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour cette émission sur On ne vous demande pas d'y croire, la chaîne de Philippe Ferrer, que nous saluons au passage. Je vous remercie pour votre fidélité à cette émission et n'oubliez pas, ce sont les fêtes de Noël, alors tous les artistes que vous avez vus passer sur cette chaîne ont des propositions à vous faire, allez voir leur site, c'est vraiment le moment si vous avez envie d'un cadeau originel et entre guillemets, connecté, en tout cas quelque chose d'inspirant pour vous et pour votre entourage. Aujourd'hui, les personnes que je vais vous présenter ont elles aussi une foule de choses à vous proposer. Et sans plus tarder, accueillons Sophie et Anne-Sophie les Hameçaux. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir Bonsoir Sandrine. Sandrine. Merci beaucoup pour ton invitation. Alors, c'est Très une heureuse. invitation qui est née d'une première rencontre qui est, enfin, je ne m'attendais pas à vous inviter en fait, parce que je ne vous connaissais pas il y a encore peu. Et puis vous m'avez fait la joie de m'accueillir pour un interview sur votre chaîne. Et c'est pas du tout pour vous rendre la monnaie de la pièce, mais c'est parce qu'en discutant, je me suis rendu compte que vous aviez vraiment la fibre artistique, que vous étiez des âmes sœurs incroyables, des personnes que j'avais vraiment envie d'inviter. Et c'est donc une joie de vous accueillir pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Pour nous, ça a été vraiment un grand plaisir de t'avoir sur notre chaîne et on est vraiment ravis d'être là aussi aujourd'hui. Et on est super heureuse de te retrouver, de retrouver ta belle essence. Oui, mais une essence partagée, on a quand même beaucoup de points communs. Et sans plus tarder, eh bien, j'aimerais que vous puissiez vous présenter aux auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, hein. Chacune votre tour, peut-être en quelques mots. Voilà. Je commence. Donc moi, je suis Anne-Sophie. Je précise toujours les prénoms parce qu'entre Sophie et Anne-Sophie, parfois, on s'y perd, même nous. Voilà, pour la faire de manière très brève, nous on s'est rencontrés il y a de ça 8 ans, c'était un 11 septembre, voilà, ça ne s'invente pas. Et puis ça a été une vraie rencontre d'âme. Mais avant qu'on se rencontre, il y a eu tout un parcours qui s'est fait, et notamment, puisque là on parle d'art, moi l'art, ça a toujours été quelque chose qui m'a portée, et ça depuis toute petite. J'ai commencé la danse, j'avais 4 ans, même bien avant ça. Déjà, je sentais une connexion avec quelque chose de l'ordre de l'invisible, de l'inspiration, et j'écrivais beaucoup, même quand je ne savais pas écrire, j'écrivais déjà beaucoup. Et puis, à l'âge de 8 ans, j'ai perdu mon père, et ça a été vraiment pour moi une ouverture aussi à ce canal médiumnique qui est resté, donc à cette inspiration qui a été là. J'ai poursuivi la danse pendant très très longtemps, jusqu'à il y a encore peu, et je continue encore d'ailleurs un peu. Et puis, j'ai continué mon parcours comme ça, et j'ai fait des études en art du spectacle, théâtre et danse, parce que mon rêve et ce que je sentais profondément en moi, c'était de monter sur scène, c'était d'être comédienne, c'était de faire vibrer en fait à l'extérieur, de faire rayonner tout ce que je portais à l'intérieur. Et puis on m'a dit, bah oui mais non, parce qu'il faut quand même que tu aies un vrai métier. L'art, le spectacle, tout ça c'est bien joli, les paillettes, tout ça c'est chouette, mais il faut que tu aies un vrai métier. Donc j'ai suivi un petit peu l'élan qu'on m'a imposé, mais en même temps je manquais considérablement de confiance, donc je suis allée dans cette voie-là, et je suis rentrée à la sécurité sociale, où je suis restée pendant 10 ans, et jusqu'à ce que j'en parte en faisant un burn-out assez important. Et en fait, ce qui m'a sorti de ça, c'est que j'ai beaucoup écrit aussi, beaucoup écrit. Donc ça, c'est toujours resté là, ça a toujours été un fil conducteur. Et puis on s'est rencontrés ce 11 septembre, et notre rencontre a permis de créer ce qu'on propose aujourd'hui et ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire ce couple alchimique, c'est comme ça qu'on nous appelle, mais voilà, en tout cas cette création commune pour amener aujourd'hui à accompagner les personnes sur un parcours de conscience, un parcours d'éveil, on peut le dire comme ça, à travers des méditations, à travers la création d'oracles, à travers des soins aussi chamaniques notamment. Voilà un peu pour la présentation et le parcours un peu rapide de tout ça. Donc moi je suis Sophie, hein, il n'y a pas de surprise. Et moi mon parcours ça a été plus, en fait mes premières années elles sont vraiment marquées par de l'autisme, voilà, qui était relativement présent, mais j'ai pas de souvenir de cette période-là.
En tout cas, j'avais vraiment un monde imaginaire et un monde très intérieur. Voilà. Et puis je l'ai quand même gardé, même s'il y a eu un énorme changement à mes 8 ans, quand ma vie pour moi commence vraiment à ce moment-là. Et ça s'invente pas non plus, mais c'est sœur Marie-Madeleine qui pose sa main sur moi et qui dit: «Mais elle est comme les autres, cette petite, on la prend avec nous». Je devais être placée dans une structure spécialisée et mes parents ont préféré que j'aille chez les bonnes sœurs qui étaient à côté de la maison. Et donc voilà, et ma vie pour moi, elle commence à ce moment-là, mes souvenirs en tout cas commencent à ce moment-là. Et donc il y a un autisme qui se calme véritablement à ce moment-là. Cela dit, j'ai quand même un monde intérieur qui est très présent et ce monde intérieur, il se lie avec beaucoup de créativité, avec beaucoup de conversations avec les pierres, les cailloux, avec la terre. J'avais vraiment un monde comme ça. Puis après, c'est venu avec les plantes, les animaux. Il m'a fallu du temps pour arriver jusqu'aux humains. Je ne comprenais pas vraiment cette espèce et cette humanité. Je ne comprenais pas. Et je ne comprenais pas ce que je faisais là. En tout cas, il y a eu tout un monde de création et c'est vrai que j'avais une capacité à être très focus et donc à dessiner dans le détail, à être vraiment à pouvoir passer des heures sur du dessin. Assez rapidement, quand j'étais au collège, il y a eu cette proposition que j'aille dans quelque chose d'un peu plus spécialisé, de l'ordre du dessin. Et en fait, j'ai répondu que je ne voulais pas, parce que je voulais pas m'enfermer, parce que je voulais pas que ce soit trop. Je disais que ça risquait d'être embêtant pour moi, parce que je risquais de m'ennuyer, tout simplement parce que quand j'avais véritablement la vision de ce que je voulais mettre sur le papier, bah pour moi, finalement, il y avait quelque chose qui était de l'ordre du ça y est, c'est bon, c'est fini, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et du coup, ça m'intéressait pas d'aller dans ce domaine-là. Et c'est très drôle parce que j'ai fermé cette porte assez violemment, du coup, quand j'étais au collège, cette porte du dessin, de la création. Et puis évidemment, la vie me l'a ramené doucement sur mon chemin parce que pour des raisons de handicap qui arrivaient dans ma vie, j'ai dû recevoir plusieurs opérations importantes. J'ai dû être hospitalisée pendant 9 mois, réapprendre à marcher. Bon, voilà, il y a tout ça qui s'est mis en place. Et dans tout ce temps-là, eh bien, comme j'étais alitée, je ne pouvais pas bouger, j'ai commencé à recrayonner un petit peu, à écrire des choses que je recevais en canalisation et à faire un petit dessin qui illustrait. Donc j'ai un petit carnet comme ça de ces 9 mois. Donc il y a quelque chose qui a commencé à revivre de cet ordre-là. Et puis après, il a fallu que je trouve un nouveau métier, parce que je ne pouvais plus faire mon métier à cause du handicap. Et je me suis orientée vers l'ergothérapie. Et dans l'ergothérapie, il y a un très large panel, en fait, dans les études d'ergothérapie, où on travaille avec l'art. On travaille avec le dessin, avec la vannerie, avec plein de matériaux différents. Donc il y a beaucoup de création. Et j'ai senti que quelque chose revenait en moi de l'ordre de la liberté, où là, je sentais qu'il y avait une liberté qui était là. Donc ça devenait intéressant. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Anne-Sophie. Et dans cette volonté de créer ensemble tout de suite, parce qu'en fait, je cherchais une sophrologue pour écrire un mémoire entre sophrologie et ergothérapie pour mon diplôme d'État. Et voilà, je suis tombée sur Anne-Sophie. Et ça a tout de suite, il y a eu quelque chose qui nous a tout de suite rapprochés. Hein. C'était pas de l'ordre du romantique, mais il y avait quelque chose de l'ordre de l'attraction entre nous. Il y avait vraiment une envie de se connaître et de créer ensemble. Donc il y a eu ce mémoire déjà qui a été créé ensemble. Et puis j'ai découvert son univers et j'ai découvert un être, finalement, une essence qui, depuis toujours, osait vivre cet art en elle, alors que moi, je m'étais vraiment rangée dans quelque chose de l'ordre du scientifique, de l'ordre des études du paramédical. J'ai fait toute une carrière là-dedans. Donc c'est vrai qu'il y avait quelque chose comme ça où j'ai vraiment fermé. Et là, j'ai commencé à pouvoir réouvrir. Et c'est vraiment dans cette rencontre que il y a eu des ouvertures, des réouvertures au dessin, à recevoir comme ça les inspirations. Ah oui, justement, ma question suivante allait être de vous demander comment cette rencontre avait modifié votre manière de travailler. Tu viens de l'ébaucher un petit peu, mais on peut peut-être aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça fait, le fait d'être deux dans un même esprit? Qu'est-ce que ça apporte à votre créativité, à l'une et à l'autre?
J'ai l'impression que ça a ouvert. C'est comme si le canal, comme si la connexion, elle pouvait être commune, et comme si le canal s'était élargi. Et donc, j'ai vu Anne-Sophie dans ses processus créatifs, même si elle a toujours eu ça tout au long de sa vie, mais dans ses processus créatifs, et j'ai pu observer vraiment dans la création de différents oracles qu'on a réalisés, enfin, un qui a été édité, les autres sont encore en cours, voilà. Mais il y a vraiment ce processus-là de l'ordre d'un message plus clair, j'ai l'impression. C'est vraiment mon impression à moi, mais disons que ça s'accompagnait de messages un peu plus clairs, j'ai eu l'impression. Mais si vous voulez, on va continuer avec toi, Sophie, et on voit déjà les tambours qui sont derrière, et puis on reviendra avec Anne-Sophie et son oracle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes tambours, justement, qui sont illustrés? Est-ce que ce sont des illustrations uniques? Alors, les tambours qui sont là, parce qu'en fait, il y en a eu beaucoup plus, hein, mais ils ont été adoptés au fur et à mesure, ces jolis tambours. Et alors oui, c'est venu d'un seul coup. Ça a été une grande surprise, parce qu'en plus, il n'y a pas de gomme. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est avec de l'encre et on ne peut pas effacer. Donc c'est vraiment là, ça vient comme ça, c'est une inspiration, ça se pose. Et en plus, il n'y a pas moyen de venir refaire les traits. Donc c'était vraiment très étonnant pour moi de renouer à ce point-là avec le dessin et d'oser véritablement dessiner sur un tambour, parce qu'en plus c'est un objet sacré quand même. Et donc c'était vraiment ça, mais c'est justement ce qui m'a guidée finalement. Je ne dessine pas en dehors des tambours. Tu vois, il y a vraiment ce contact avec le tambour, et d'entendre son message, d'entendre ce qui est canalisé à travers lui. Et ce qui est vraiment fort, c'est qu'il y a plusieurs tambours où vraiment, en étant vraiment très centré sur le dessin, je sentais l'appel de la personne qui allait le trouver un jour. Tu vois, c'est vraiment, je me sentais vraiment, par moments, je me sens vraiment canal jusqu'à la personne qui viendra le rencontrer par hasard, si on peut appeler ça du hasard, à un moment. Donc c'est vraiment très fort de canaliser comme ça une essence de tambour. Alors oui, c'est des pièces uniques. Cela dit, parfois on nous demande un peu des reproductions de choses qui ont été faites. Alors c'est pas tout à fait les mêmes, parce que le trait est différent, parce que voilà, plein de choses. Et puis il y a aussi des moments où on a des vraies demandes spécifiques. On nous commande finalement un dessin. Voilà, là on est sur un dessin, il est juste là. Et il est juste là en bas. Et c'est un chat, un magnifique chat qui est le compagnon d'une personne qu'on connaît. Et elle nous a demandé en fait de canaliser cette essence de son chat pour pouvoir vraiment travailler avec lui, parce qu'elle sent qu'il l'accompagne dans les séances. Donc voilà, il peut vraiment y avoir ces demandes-là. Et c'est fou, parce que c'est beaucoup de stress au départ pour moi, quand c'est vraiment une commande. Tu vois, quand ça vient comme ça, bon, je me dis, c'est voilà. Mais là, quand il y a une attente, que je sais vraiment qu'il y a une attente, qu'il y a une demande précise, ça met dans un état vraiment qui est waouh. Et puis il y a un moment où je sens que c'est comme si j'entendais, c'est bon, maintenant tu peux y aller. Ah, mais tu sais à quoi ça me fait penser, ce que tu dis là? C'est les médiums, quand on leur met la pression, eux aussi ça les met sous stress, alors que quand le message arrive comme ça, c'est facile pour eux, quoi. Mais j'aimerais bien qu'on revienne sur le côté sacré de l'objet, mais avant, on va peut-être laisser la parole à Anne-Sophie pour nous parler aussi de l'oracle, et après, comme ça, on va aborder l'objet en tant que tel. Comment ça se passe pour toi, le processus de création des oracles? Alors déjà, je pars sur le dessin. L'oracle qu'on a créé là, qui est le messager de l'âme, qui est là, donc qui a été auto-édité et qui là arrive un peu en rupture de stock d'ailleurs, donc on est ravis. Le premier élan était pas du tout parti sur un oracle.
C'est-à-dire que je sens l'élan à un moment donné de me dire, mais voilà, j'ai besoin de poser quelque chose, j'ai besoin d'avoir des couleurs, j'ai besoin de mettre les doigts dans la pâte. Et donc, je m'installe et je commence à dessiner. Donc, là, ça a été fait avec du pastel gras, pastel sec. Et puis après, des petites, je retrouve un peu de fusain, un peu de choses un peu comme ça, ce que j'ai en fait autour de moi. Et je pars et je commence à dessiner. Donc, je mets des couleurs. Et en fait, le processus, il se fait vraiment à l'impro. C'est-à-dire que, enfin, à l'impro, mais vraiment connecté au cœur. C'est-à-dire que je ne sais absolument pas ce que je vais dessiner. Je sais absolument pas ce qui va arriver sur le papier. Et ce que je sais, c'est que mon trait de départ ne ressemblera en rien au trait d'arrivée. Et souvent, parfois, il y a plein de couches qui se superposent au dessin. Donc voilà, donc ça s'est fait comme ça en fait le processus de la création de cet oracle. J'ai commencé, j'avais envie de dessiner, ça devait être un week-end, je me suis lancée et je me suis dit pourquoi pas dessiner dans des cercles. Donc j'ai tracé des cercles, des petits cercles sur une feuille et puis avec le pastel, j'y suis allée, j'ai tracé plein de couleurs et puis après j'y vais beaucoup au doigt en fait, j'y vais beaucoup avec les mains. Et d'un seul coup, le dessin qui est arrivé m'a fait penser à quelque chose. Alors, je sais plus exactement ce que c'était, mais un lotus ou à une plume ou quelque chose comme ça. Et j'ai vu ça qui se créait face à moi et je me suis dit, oh, là, il y a un texte qui va arriver derrière. Et je sens déjà presque les mots qui arrivent. Et je suis un peu parfois obligée, alors c'est un choix, hein, mais de me freiner un peu dans tout ça parce que c'est une espèce de frénésie intérieure de création qui arrive comme ça. Et donc l'oracle s'est créé comme ça au fur et à mesure. J'ai d'abord dessiné tous les petits cercles. Parce qu'à un moment donné, quand il y en a eu plusieurs, au bout de 5, 6, 7, j'ai dit à Sophie, waouh, et si on faisait un oracle de ça, en fait. Et donc elle m'a dit, ah bah oui, carrément. Et puis l'oracle au départ, donc il devait faire, je sais plus, je crois qu'il était à 33 cartes. Et je me disais, oh, 33 cartes, c'est super bien et tout. Donc on était partis sur ça. Et puis un matin, je me réveille. Petite note, j'avais fait toute la mise en page, quand même. Hein. Toute la mise en page de l'oracle, les petits noms, le nombre de cartes, tout était bien écrit, 33 cartes, ça sonnait bien. Et je me réveille un matin et je lui dis, en fait, je crois que l'oracle n'est pas fini. Il doit manquer 1 ou 2 cartes. Donc, je me remets à dessiner et en fait, j'en ai créé 12 en plus derrière. Donc, c'est une espèce d'élan comme ça. Je me sens vraiment traversée en fait par cet élan de création et je ne sais pas du tout ce qui va arriver. Mais ce que je sais, c'est que j'ai besoin de mes mains pour aller vraiment faire mes traits, pour aller... Voilà, donc l'oracle, il est vraiment arrivé comme ça. Et puis, il y a un autre oracle aussi avant qui, pour l'instant, n'est pas du tout édité, c'est un projet, mais qui a été bien créé avant celui-ci. Et celui-ci, ça a été pareil, c'est du dessin, c'est très intuitif, en fait. Je suis incapable de faire quelque chose de très représentatif. J'ai eu ton oracle, celui que tu as montré, donc je l'ai eu en main, vous me l'avez envoyé, il est magnifique, magnifique, magnifique. C'est un vrai plaisir des yeux de découvrir les cartes les unes après les autres. Le cercle est déjà lui-même toute une symbolique aussi. Et puis tous les textes qui accompagnent sont tous très beaux, très édifiants, c'est toujours positif et plein d'amour, c'est vraiment... si vous cherchez un oracle, je vous conseille celui-là parce qu'il est vraiment magnifique. Et on sent cette inspiration. Et pour en revenir au côté sacré des objets et ce côté inspiré qui vous anime toutes les deux, on parlait en off de comment dire, de la croyance que mettent certaines personnes dans des objets. Et je voudrais que vous nous expliquiez justement la distinction entre l'objet en tant que tel, sa représentation, ce côté énergétique, cette puissance de l'intention, etc. Donnez-nous un petit peu votre point de vue par rapport à cela. Alors nous, c'est vraiment quelque chose qu'on partage toujours quand il y a une rencontre avec un tambour, un bol, quand ils sont adoptés, comme on dit. Vraiment, on amène cette notion que cet outil, à la fois, il est sacré et magique, et en même temps, c'est pas lui qui va faire tout seul, qui a vraiment une alliance. Et même si nous, on les entend vraiment comme des compagnons, comme des êtres à part entière, finalement, eh bien, il n'empêche que c'est comme le principe d'un pendule. Finalement, il est le prolongement de l'espace du cœur. Donc,
c'est vraiment avec soi, avec son essence et avec son cœur, et les vibrations de son cœur, qu'on vient œuvrer à travers le tambour. Alors évidemment, il peut donner des indications, mais c'est des indications qui sont en reliance avec le cœur. Tu vois, il y a quand même, nous, on a toujours envie de transmettre ça et de pas tomber dans, en effet, dans ces croyances que l'objet en lui-même va tout faire, mais c'est le même principe avec les rituels. Et ça aussi, il faut avoir du discernement par rapport au principe de rituel. Si on fonctionnait tous de la même manière, eh bien, il suffirait d'avoir un rituel pour tout le monde et tout le monde serait hop, voilà. Et en fait, ça fonctionne pas comme ça, tout simplement parce qu'on a tous un chemin intérieur à réaliser. On a une fréquence vibratoire qui est unique chacun, et donc ça va venir jouer en effet avec les instruments, avec les vibrations, avec ce qu'on vit aussi d'un rituel. Alors oui, il peut y avoir des rituels qui, pour des personnes, vont venir révéler complètement un espace, ouvrir comme une expérience de vie très très forte. Et pour d'autres personnes, le même rituel, finalement, ça va être je vois pas trop ce que ça a changé. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. On est tous différents et on a tous un chemin particulier à faire. Donc, gardons ça en tête surtout, et gardons ça en cœur, et gardons aussi que, en fait, on est responsable, on est acteur de ce qui se passe. Donc, soyons vigilants à pas mettre trop d'attentes dans des choses qui sont extérieures, parce qu'en fait, c'est ça ce qui se passe, hein. C'est le même principe quand on met des attentes avec des personnes qui sont à l'extérieur, mais avec des objets, voilà. Récupérons tous ces petits morceaux qu'on a essayé de déposer un peu partout pour retrouver notre complétude et reprendre les rênes, en fait, du jeu. Voilà, c'est vraiment ça le message. Ouais, c'est ça, c'est toute la conscience qu'on met aussi dans le pouvoir qu'on a de pouvoir faire fonctionner entre guillemets l'objet. C'est voilà. Et comment on fait pour se procurer un de tes magnifiques tambours ou bien de vos oracles? Et comment on fait? Si je veux en commander un, quel est le chemin à suivre? Alors, je pense que sur notre site internet, Ouais. c'est par là, hein. Si, en fait, sur notre site internet, on a un onglet boutique, et à travers cet onglet-là, on arrive donc sur notre boutique où il y a en effet l'oracle notamment qui peut être commandé. Donc voilà, ça se commande en ligne. C'est un oracle qui a été auto-édité, donc il est disponible uniquement par notre biais. On aimerait beaucoup qu'il puisse être diffusé à plus grande échelle. Voilà, l'appel est lancé à l'univers. Par rapport au tambour, alors c'est un processus un peu particulier, c'est-à-dire que on parle d'adoption en fait. On dit vraiment, c'est pas vraiment un achat, j'achète un tambour comme j'achèterais un objet, mais vraiment je viens rencontrer cet objet-là pour justement aller me sentir inspirée, voir comment est-ce qu'il me parle. Et là, on organise des rendez-vous de 2 heures, environ 2 heures. Parfois, avec des personnes, ça dure une demi-heure, et puis parfois, ça dure vraiment 2 heures, où on prend le temps avec cette personne d'aller écouter le tambour, d'aller lui faire ressentir. Voilà. Et après, s'il y a adoption, alors il y a adoption et on envoie le tambour à la personne. Voilà comment ça se passe. Donc, c'est toujours par le biais du site internet ou par nous directement, en tout cas. Et donc, je vous rappelle que tous ces liens, bien sûr, se trouvent dans le descriptif de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à les voir, à les consulter si le sujet vous intéresse. Et je suis sûre qu'il vous intéresse puisque vous regardez encore l'émission. Alors, Anne-Sophie, vous avez quand même eu aussi une traversée dans votre chemin qui est toute particulière parce que vous avez vécu toutes les deux ce qu'on nomme une EMI. C'est quand même quelque chose de spécial, et c'est pas commun non plus d'avoir les deux personnes dans une même famille qui l'ont vécu toutes les deux. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous partager ce que vous avez envie de dire à ce sujet-là et en quoi cela éclaire votre chemin, justement? Alors en fait, en effet, les EMI, on en parle depuis très très peu, en fait, depuis très peu de temps. On en a parlé dernièrement là sur l'émission de Rayonnance TV, et c'est vrai que c'est la première fois qu'on en parlait vraiment. Parce que on a beaucoup banalisé finalement ce qui nous est arrivé dans notre parcours.
parce qu'on avait l'impression que ce qu'on voulait nous diffuser, c'était plutôt l'amour, c'était la lumière, c'était tout ça, et à travers notre couple, c'est ce qui s'est diffusé. Et en fait, en parlant, on s'est rendu compte que finalement, alors oui, on avait vécu ces 2 expériences, mais de manière pas du tout similaire. Donc on a eu chacune nos expériences qui ne se ressemblent pas du tout, mais qui en même temps, on dit toujours, créent une espèce de reliance qui a fait qu'on a pu se retrouver au milieu, on a pu se retrouver dans une espèce de point d'équilibre. Moi, j'ai vécu une EMI alors que j'étais en grosse dépression, j'allais pas bien du tout, et j'avais des pensées qui étaient plutôt de l'ordre de je veux quitter cette terre, je veux partir d'ici, voilà. Et Sophie a eu ses EMI pendant des opérations, donc pendant plus un processus médical. Et en fait, je dis toujours que moi, mon EMI, ça a été une expérience de choix, c'est-à-dire que je me suis sentie partir, et c'est comme si j'avais entendu vraiment à ce moment-là, ben voilà, tu demandes tellement de quitter cette terre, tu demandes tellement de partir, que là, on t'offre le choix de le faire maintenant. Donc, est-ce que tu veux rester pour continuer de vivre cette incarnation, ou est-ce que tu choisis là de partir, de faire ce 3e pas, ce trépas, et de quitter la terre? Et à ce moment-là, bien sûr, là, je le dis avec des mots parce que j'en ai pris conscience. Sur le moment, je sais juste que je me suis raccrochée à mon drap en disant non, je veux pas partir, je veux pas mourir, je veux rester ici. Donc je suis revenue, et ce que je sais, c'est que ça a ouvert un espace en moi, un espace où ça n'a pas été une clé magique qui fait que d'un coup je suis sortie de la dépression, mais en tout cas ça a ouvert mon regard, ça a ouvert mon cœur, et ça a réactivé vraiment ma foi. Ça a réactivé un élan comme ça. Pour les EMI de Sophie, alors elle en parle bien mieux que moi, mais il y a eu vraiment aussi ce toucher à l'amour inconditionnel qui a été là. Et en fait, on a parcouru nos chemins, parce que finalement, moi, ça m'est arrivé, j'avais 17 ans à peu près. Toi, c'était un peu plus tard. 34. Tu avais 34 ans, mais en tout cas, c'était pas du tout. On n'allait pas se rencontrer de suite. Mais en tout cas, c'est comme si on avait vécu, moi, à un moment donné, qui suis toujours très connectée aux étoiles, qui suis toujours très connectée au ciel. J'avais revécu vraiment le fait de me réancrer dans la terre, de réinvestir mon incarnation. Une Sophie qui est très connectée à la terre, c'est comme si c'était une permission finalement à lui dire, bah voilà, tu peux aller visiter un peu les plans subtils, mais c'est pas là-bas que tu vas rester, tu vas revenir, parce que c'est important de ramener ça sur terre. Et en fait, du coup, j'ai l'impression qu'on s'est rencontrés dans cet espace d'équilibre. Donc ça est venu servir ça. Voilà, je suis un peu partie dans mon truc, mais Oui, c'est très joli ce que tu en dis là. Et pour revenir à cette notion d'amour inconditionnel, alors, quand on touche un amour aussi puissant, tout le monde dit que cet amour-là, il est inconnu sur Terre, que c'est tellement vaste, tellement énorme qu'on n'arrive même pas à le décrire avec des mots. Comment, quand on revient dans cette vie, en ayant vécu ça, comment on peut l'intégrer au quotidien? Qu'est-ce que ça change? Hmm. Alors, pour ma part, je sais que ça a mis, j'ai vraiment reçu, en plus j'ai reçu 2 doses à 2 mois d'intervalle. J'ai fait 2 EMI, j'ai eu 2 grosses opérations, et ça a mis des mois à vraiment, comment dire, à pouvoir s'intégrer dans le quotidien, parce que j'étais dans un état de conscience et d'amour total. Vraiment, je le vivais, je me sentais waouh, et tout était magnifique, et souvent je raconte ça un peu avec humour, mais notamment après la première opération qui s'est pas très bien déroulée, ce qui a valu une seconde opération. Bon, en tout cas, je sais que mon chirurgien, quand il est venu me voir après l'opération, il était vraiment dévasté, et j'avais l'impression qu'il venait m'annoncer ma mort. Et c'est vraiment ça, il me dit: «Je suis vraiment désolé, on a fait tout ce qu'on a pu, on a tiré, on n'a pas réussi à redresser», et puis il y avait, bon bref, toutes plein de complications, et j'étais dans un état, j'étais là: «Ah génial, merci, merci beaucoup», et voilà. Alors que j'avais des douleurs qui étaient juste atroces, et mes jambes ne bougeaient plus, et pourtant je me sentais dans une grâce et une gratitude complète, et il a dû se dire: «Mais elle est complètement shootée, ça va être l'anesthésie, les morphines fortes», bon voilà. Mais non, vraiment, j'étais dans cet état vraiment de grâce, et pour l'anecdote, ça a aussi valu
une rupture, parce qu'à l'époque, j'étais en couple et en fait, d'ailleurs, ma compagne de l'époque, avant que je rentre dans le bloc, m'a dit et d'un seul coup, elle m'a retenue, elle m'a dit: «N'oublie pas de revenir». Et vraiment, c'était un message comme ça et je l'ai regardé, je lui ai dit: «Mais évidemment que je vais revenir, je suis sur un brancard, donc de toute façon, on va me pousser quoi qu'il arrive, hein. Je vais revenir, je suis sur roulette». Et elle était: «Non mais vraiment, reviens». Et je ne comprenais pas pourquoi elle disait ça. J'ai compris après. Quoi qu'il en soit, après cette première opération, à un moment, elle est venue, elle m'a dit: «Mais en fait, tu m'aimes plus». Et je lui dis: «Comment ça, je t'aime plus?» Elle dit: «Mais en fait, tu m'aimes comme t'aimes le soleil qui se lève le matin, comme t'aimes ta voisine de chambre, comme t'aimes tous tes repas, tes plateaux repas, même si pourtant tout le monde dit que c'est pas bon». Et pardon, l'hôpital. Mais enfin voilà, il y avait vraiment ce mouvement-là où je dis: «Ben, en fait, j'aime la vie, j'aime le tout». Et elle m'a dit: «Oui, et tu m'aimes plus moi». Et donc voilà, et comme il y a eu cette perte finalement de l'amour, l'amour égotique, l'amour attachement, l'amour en lien avec les attentes et tout ça, elle s'est juste sentie plus exister dans le couple. Donc ça a amené une rupture qui m'a mis en joie. Enfin, il y avait pas de peine. Je veux dire, non, j'étais vraiment, non pas que je me suis dit, ah bah tant mieux, mais c'était vraiment, d'accord, c'est parfait comme ça. Et, et donc, il y avait vraiment cet état-là. Et en effet, quand ça a commencé à s'estomper au bout de plusieurs mois, et là, c'était vraiment le défi, en effet, d'incorporer ça dans son quotidien. Et c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il y a aussi cet aspect de l'EMI. Nous, on a envie d'en parler comme quelque chose de sacré et quelque chose qui amène aussi un choix et une décision. Qu'est-ce que je fais de cette expérience-là ? Parce que oui, je goûte à un espace qui est pas encore tout à fait intégré sur Terre, mais en tout cas, voilà. Et qu'est-ce que je fais de ça ? Il y a toujours plusieurs perspectives. Hein. On entend différents discours sur les EMI finalement. Et c'est pas toujours des discours gracieux et qui choisissent l'amour finalement. Donc il y avait vraiment ce choix-là, et c'était une volonté. Et je pense que c'est important de le dire. C'est pas juste, l'EMI n'est pas une pilule magique non plus, en fait. Hein. C'est un choix. Toi, tu as eu le choix très clairement posé avec « Ok, tu veux partir, alors tu pars ou tu restes, mais fais ce choix de vie ou non ». Et moi, ça a été vraiment est-ce que tu choisis de continuer à faire grandir finalement une vie dans l'amour et la joie ? Et c'était un vrai défi, parce que je parle de ça, pendant longtemps, je suis restée avec le fauteuil roulant, les perspectives d'avenir étaient complexes. Voilà, il y a aussi une maladie génétique qui fait qu'il y a des choses qui sont à gérer en permanence. Donc, le choix, en fait, il se choisit. Et la joie, pardon, elle se choisit à chaque instant, et l'amour aussi se choisit. Est-ce que je diffuse ça ou non ? Et c'est un vrai choix qui se joue dans le temps, et pas seulement j'ai vécu quelques minutes d'une EMI, et voilà, tout est posé comme ça. Il y a un vrai choix qui se rejoue encore et encore, chaque jour, chaque matin. Et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, bien sûr. Oui. J'ai envie de vous poser une question que je pense que tout le monde aura envie de vous la poser maintenant. Si Sophie, tu es en capacité d'aimer tout de la même manière, comment tu fais alors pour avoir choisi Anne-Sophie en particulier ? C'est vrai. Alors, comme je disais, vraiment, ça n'a pas été une pilule magique, hein, les EMI. J'ai encore dû régler derrière des choix qui étaient particuliers par rapport aussi à un non-amour de moi qu'il fallait vraiment accueillir finalement. Donc j'ai eu des relations encore qui étaient complexes, parce que avant mes EMI, j'ai eu beaucoup de relations qui étaient violentes, qui étaient de l'ordre de l'abus. Enfin voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Parce qu'il y avait ce désamour de moi, et aussi parce que, comme je le disais, il m'a fallu du temps pour accueillir l'humanité et voir la beauté de l'humanité. Et pour la petite histoire, il m'a fallu quand même plusieurs années de colocation avec un moine bouddhiste tibétain, où le grand travail qu'on faisait ensemble, c'était, moi je lui apprenais à
à vraiment entendre, accueillir les animaux, parce qu'il ne connaissait pas du tout et qu'il ne comprenait pas qu'on puisse entrer en relation avec les animaux. Donc c'était très drôle. Et donc lui, son grand défi, c'était de m'apprendre à voir la beauté de l'humanité. Donc il a fallu quand même beaucoup de choses pour que je comprenne et que j'accueille ça. Ça n'empêche qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui par moments peuvent m'agacer, tu vois. C'est pas je vis dans un total amour en permanence. Encore une fois, c'est des choix tout le temps. Des choix et des leçons de vie aussi, parce qu'il y a des personnes qui vont venir me heurter, et là je peux me dire, ok, quel part en moi finalement porte encore ces choses-là qui viennent m'agacer chez cette personne, et de venir vraiment les goûter. Donc il y a toute cette perspective-là quand même. Et puis avec Anne-Sophie, ça a été vraiment une rencontre toute particulière, parce qu'au départ, il n'y avait pas cette conscience de rencontre romantique. C'était vraiment tout de suite une rencontre dans la création, parce que il y avait vraiment cette volonté d'écrire ce mémoire. Et ce qui est certain, c'est qu'on a senti que quelque chose se passait, quelque chose de plus grand, vraiment cette vision que quelque chose au-dessus de nous se passait, même si on gardait cette distance tout à fait cordiale d'une première rencontre d'une sophrologue avec une personne qui veut faire des séances de sophrologie et avoir des renseignements. Donc il y avait vraiment ça, et pourtant, il y a quelque chose qui s'est tout de suite maillé. C'était vraiment des sensations dans le corps. Et d'ailleurs, il a fallu du temps pour qu'il y ait la perspective d'une relation amoureuse. Tu vois, c'était vraiment pas ça. Il y avait quelque chose qui nous rapprochait, on le sentait, malgré cette petite barrière qu'il peut y avoir quand voilà, on est praticienne et on a quelqu'un dans son cabinet. Ça peut être complexe. Et tout doucement, il y a eu quelque chose qui s'est noué, parce que justement, je pense qu'il n'y avait pas en conscience cet aspect romantique. Il y avait quelque chose qui nous rapprochait de très fort. Et donc ça reste là avec le temps, hein, ça fait 8 ans maintenant. Et il y a vraiment ce lien où finalement, tu vois, c'est comme si on ne pouvait plus mentir à l'autre, en fait. Il y a au moins une personne dans le monde qui est en mesure de lire complètement en nous, et souvent d'ailleurs, beaucoup plus au début, mais de lire plus vite que ce que nous, on est en mesure de regarder en nous-mêmes. Donc il y avait vraiment ce jeu-là, ce qui peut créer des tensions d'ailleurs un peu au début, parce que finalement l'autre lit plus vite que soi-même. Et aujourd'hui, ça s'est vraiment stabilisé, parce que c'était une invitation à venir œuvrer un peu plus en nous-mêmes, chacune, pour arriver à quelque chose de plus équilibré en soi et du coup dans le couple. Donc c'est une rencontre unique. Enfin, unique. Je veux dire, pour moi, en tout cas, j'avais jamais vécu ça avant. Oui, j'ai l'impression que c'est une question de fréquences similaires qui s'attirent l'une l'autre. Et puis, eh bien, c'est vrai qu'on est dans la matière, et que rien de tel que de vivre une relation avec quelqu'un d'autre qui a cet effet miroir, où, comme tu le disais si bien, on doit être vrai, enfin en tout cas on ne peut pas mentir à l'autre, et c'est toujours très enrichissant pour les deux partenaires du couple, évidemment. Donc c'est bien de parler de ça, parce que parfois on croit que amour inconditionnel veut dire ou amour, ou se sentir dans le tout, comme si du coup on vivait en dehors de la matière. Et c'est le contraire, c'est intégrer cet apport-là, mais donner une autre dimension justement à ces relations avec les autres. Et puisqu'on peut avoir des préférences au niveau relationnel, on a aussi des préférences au niveau de nos activités respectives. Donc vous parlez de créativité, de création, de tambour, d'oracle. D'autres pourraient préférer, je ne sais pas moi, le jardinage ou la cuisine. Qu'est-ce qui fait aussi qu'on manifeste dans un certain type d'activité qui nous est propre? Eh ben, c'est une belle question. La créativité, nous, la manière dont on crée, je crois que ce qui nous a conduit à cette créativité-là, ou en tout cas à ces canaux-là, à ces biais-là, ça a été le moyen de revenir aussi justement dans la matière. Il y avait dans nos vies respectives le besoin de revenir quand même
donc quelque chose de l'ordre du concret. Et pour moi, la créativité, elle passe par le corps avant tout. C'est-à-dire que ça a été mon terrain de jeu avant de dessiner, avant de voilà, ça a été vraiment de ressentir dans le corps, de passer par le corps et d'aller goûter en fait toutes les subtilités. Et je crois que j'aime dire que dans l'espace du corps, il y a toujours cet espace du cœur qu'on va connecter, et que finalement le cœur, les bras, les mains, c'est le prolongement de cet espace du cœur. Et que dès lors qu'on revient dans le corps, qui est du coup très concret, qui est très dans la matière, qui est très dans l'incarnation, et qu'on goûte cette subtilité, qu'on connecte avec cet espace-là du cœur, il n'y a même rien à aller chercher spécifiquement. J'ai l'impression que voilà, c'est juste de se laisser respirer. Et bien en fait, on se laisse déborder, le cœur se laisse déborder par l'espace des mains, et les mains amènent vers quelque chose. Pour nous, les mains nous ont amenés, enfin pour moi en tout cas, les mains m'ont amené au toucher, mais au toucher de la terre, au toucher de la matière, au toucher d'un pastel, au toucher de plein de choses. Et je crois que c'est passé par ce biais-là, mais en fait, c'est presque pas trop différent que de passer par du jardinage ou par de la cuisine ou par quelque chose comme ça. C'est juste un canal. On est tous, on a tous ce canal de reliance finalement à cette inspiration. L'inspiration, des fois on dit ah mais on entend parfois les artistes dire ah mais je suis en manque d'inspiration. Ou parfois je ne suis pas inspirée, je manque d'inspiration. Et finalement, le passage le plus simple, j'ai envie de dire, pour aller retrouver cette inspiration, c'est juste de s'offrir des inspirations, de s'offrir des respirations. C'est de revenir dans la justesse du mot aussi. Je manque d'inspiration, donc inspire, tout simplement. Et le fait d'amener ça vient dans cet espace du cœur. Et dans l'espace du cœur, si on le laisse aller, c'est-à-dire que si à un moment donné, on fait le choix aussi de dire, OK, je vais écouter, et puis je vais laisser aller danser cet espace jusque dans mes mains, jusque dans mes bras, mais finalement, c'est cet être-là intérieur qui va dire, bah voilà, là, tu vas avoir envie de faire ça. Et là, tu vas peut-être avoir envie d'aller creuser dans la terre ou de jardiner. Et puis là, tu vas peut-être avoir envie de... Voilà. Moi, le processus qui me vient, c'est quelque chose... Là, quand j'inspire, quand il y a cette inspiration, c'est le dessin, c'est le mouvement, c'est la danse, c'est l'écriture. C'est vraiment quelque chose qui se met comme ça, peut-être parce que j'aime créer des couleurs, parce que j'aime mettre tout ça en couleurs, en fait. Mais c'est mon biais à moi, en tout cas. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bah, écoute, parfaitement. Tu sais que cette émission, elle fait le lien, le pont entre l'art et la spiritualité. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux l'expliquer que ce que tu viens de faire. Donc, merci beaucoup. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, vous donnez des soins aussi. Je suppose que eux aussi sont complètement liés à cette profondeur que vous avez toutes les deux, à cette inspiration qui vous anime. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors oui, en effet, les soins énergétiques à dimension chamanique qu'on propose en séance individuelle, alors on est toujours toutes les deux. Et là, il y a quelque chose, alors ça a beaucoup évolué dans le temps, tu vois, c'est ça aussi qui est magique et magnifique à observer, c'est que même ça, c'est une création à part entière dans notre couple. Au début, nos séances ne se passaient pas du tout, même celles qui étaient à distance, elles ne se passaient pas du tout de la même manière qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a un aboutissement, en tout cas impermanent certainement, provisoire. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de plus stable et dans le processus de création, parce que c'est vraiment une création, c'est-à-dire qu'on n'a pas de séance préécrite ou un mode opératoire à proprement parler. On se laisse vraiment inspirer. Il y a un échange au départ qui va se faire avec la personne qui est là. Et c'est vraiment, on va lui demander notamment de poser son intention, parce qu'on considère que c'est toujours important que la personne puisse s'entendre, donner son intention et être OK avec ça et verbaliser son intention. Le verbe est créateur, donc c'est vraiment important pour nous de laisser cette parole-là.
et de ce qu'on va ressentir. C'est dans l'image qu'on a, c'est comme si on venait se brancher sur le canal de la personne, en fait. Et moi, je le vois vraiment comme ça. On se branche sur le canal de la personne et on va venir canaliser finalement ce que son âme ou sa conscience supérieure a besoin là de venir travailler, transformer, où il y a une œuvre à réaliser. Et généralement, moi, je vais vraiment canaliser en direct la séance, c'est-à-dire qu'elle est entièrement guidée. Ça peut ressembler par moments aux méditations qu'on propose sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Et donc c'est complètement guidé, sauf que c'est très personnalisé, c'est très ciblé. Parfois même dans les mots, les personnes vont nous dire après, mais ce mot-là, il me parle tellement. Bon, voilà, il y a toujours une information comme ça. Donc je guide cette séance. Pendant ce temps-là, Anne-Sophie, elle se met vraiment en réceptivité, c'est-à-dire qu'elle se fait canal médiumnique, et elle va recevoir des guidances qu'elle va écrire. Donc généralement, il y a 4-5 pages de guidances qui sont écrites. Pendant la séance du soin, il y a également Anne-Sophie qui, pendant qu'elle écrit, peut recevoir des mots et des vibrations en fait qu'elle canalise, qu'on appelle du langage de lumière ou du langage de l'âme. Et moi également, je peux entendre un bol, un tambour qui a envie de chanter ou de battre. Et donc voilà, et je vais amener ce rythme, amener ce qui est là pour cette personne, pour que ça vienne vraiment lui parler. Et souvent, il va y avoir aussi un chant. C'est-à-dire que je vais chanter à travers le tambour et je vais amener un chant qui va être dédié vraiment à cette séance, une vibration en fait, pour accompagner la transformation qui est en cours. À la fin du soin énergétique, on se retrouve avec la personne et là, on va partager ce qu'on a ressenti. Alors moi, généralement, c'est assez court parce que je vais plutôt partager voilà, sur le chemin qui s'est passé, le chemin initiatique qui a été transmis. Parfois, j'ai quelques infos supplémentaires. Et après, Anne-Sophie va pouvoir partager toutes les guidances médiumniques qu'elle a reçues. En fait, voilà. Et donc, après, il peut y avoir des conseils de fin de séance. Il peut y avoir des mantras. Il peut y avoir plein de choses. Ça va dépendre vraiment de la personne qui est là. Voilà. Oui. Alors, Anne-Sophie, j'aurais une question alors par rapport à ce que Sophie vient de dire. Tu écris, est-ce que le fait d'entendre Sophie, le fait d'entendre le bruit du tambour, ça ne te dérange pas, ça ne perturbe pas ta canalisation? Alors pas du tout, parce que en fait, il y a souvent deux façons dont les séances se passent. Parfois, alors, j'entends pas ce qu'elle dit en fait. Dès qu'elle a commencé à donner le soin, à guider le soin, j'entends pas spécifiquement, mais parfois j'ai un mot qui sort ou un ou deux mots ou une phrase. Et je me rends compte que c'est exactement ce que je suis en train d'écrire. Mais souvent, on n'est pas côte à côte, c'est-à-dire que souvent, je me place, je lui tourne le dos, en fait, quand j'écris. Donc, on est positionné là, comme ça, exactement dans la même position, puisqu'on fait nos soins à distance. Et donc, je suis tournée, donc je vois pas du tout ce qui vient, enfin voilà. Mais parfois, je sais qu'on est ultra connecté et que je suis en train d'écrire ce qu'elle est en train de guider. Voilà. Et puis parfois, il y a des séances où je ne sais absolument pas ce qu'elle est en train de guider, parce que à partir du moment où je me mets dans ce canal-là, en fait, je ne sais pas ce qu'elle dit, je n'entends pas les mots, mais par contre, je capte la vibration. Voilà, je capte la fréquence. Donc ça me gêne absolument pas, non, je suis vraiment reliée aussi. C'est comme si, en fait, en effet, il y a la personne, et tu dis, on branche notre canal, mais c'est comme si, voilà, on branchait nos deux canaux sur le canal de la personne et on reçoit les informations. Donc parfois, il y a un espèce de tuyau similaire. Et puis parfois, c'est vraiment deux choses qui ne sont pas différentes parce que c'est toujours hyper complémentaire en fait. Ça amène des visions en double qui permettent à la personne de pouvoir avoir justement un panel de possibilités aussi qui s'offre à elle. Oui, Et c'est toute ça. la question du choix. Et le canal est branché entre vous aussi, c'est évident, quoi. Voilà. Alors quand la personne, elle vient vous voir ou bien, le soin se fait à distance aussi, si j'ai bien compris, C'est ça. c'est ça? Est-ce que c'est une séance unique ou bien est-ce que c'est quelque chose qui se répète, tous les X temps?
Généralement, c'est plutôt une séance. Nous, on fait pas d'accompagnement sur plusieurs séances. Après, c'est toujours propre à la personne. Il y a des personnes qui ressentent que, au bout d'un mois, elles ont besoin de refaire une séance pour continuer un petit peu à aller, j'aime bien ce mot, mais à aller dégommer un petit peu ce qui est là, ce qui colle un petit peu encore. Et puis il y a des personnes qu'on revoit une fois par an, et puis il y a des personnes qu'on voit qu'une fois, et puis qu'on revoit plus après, ou qu'on les voit en stage ou autre. Mais en fait, c'est vraiment une séance, parce qu'avec déjà une séance, il se passe beaucoup de choses. Et après, il y a quand même tout un processus d'intégration aussi. Il faut laisser le temps, voilà, à la conscience, à l'âme, au corps, de voilà. Je sais pas si tu as entendu notre grand klaxon. Oui. Tu peux redire cette dernière phrase? Il faut laisser le temps à l'intégration de se faire. Je couperai, j'accollerai. Et donc une séance, en effet, une séance souvent suffit, parce que après il y a encore, il y a besoin en fait d'un temps d'intégration. C'est-à-dire le temps pour le corps physique déjà d'intégrer les changements, et puis aussi à la conscience, à l'âme, tout ça. Donc souvent on invite les personnes à dire ne cherchez rien, n'essayez pas d'analyser tout de suite. Voilà. Et d'ailleurs on leur dit qu'on reste disponible dans les jours voire semaines qui suivent le soin s'ils ont besoin d'échanger, sans devoir repayer une séance. D'ailleurs ça fait partie du suivi de la séance. Voilà, donc il y a tout un temps d'intégration. C'est pour ça que voilà, généralement on dit une séance c'est ok. Après bien sûr c'est propre à chacun. Si vous sentez que non, il y a besoin de revenir dans 15 jours, dans un mois, dans 3 mois, écoutez ça vraiment, parce qu'il y a quelque chose de très juste. Oui, c'est un peu une séance qui est tout le contraire des méthodes intellectuelles. Ici on ne demande pas de réfléchir mais de s'ouvrir. C'est un peu comme si vous étiez là pour ouvrir les vannes en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On permet d'ouvrir. Et en fait, l'image qu'on avait même, tu vois, on parlait un peu de jardinage là tout à l'heure, et l'image qu'on avait, c'était ça, c'était de dire que finalement, c'est comme si une personne arrivait, venait nous voir parce qu'elle sentait elle avait un jardin magnifique, mais qui avait des espèces d'herbes ou quoi qui empêchaient vraiment le fleurissement ou l'épanouissement de certaines graines qui ont été plantées. Et que nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'un peu on désherbe, en quelque sorte. On va désherber. Donc après, le jardin est tout joli et tout prêt à fleurir. Mais après, c'est si on laisse à nouveau le jardin reprendre toutes ces, j'aime pas trop ce terme, mais je vais le dire comme ça, toutes ces mauvaises herbes, voilà, mais à nouveau, le schéma va se reproduire en fait. Donc ce qu'on invite aux personnes, c'est de dire, voilà, une fois que le jardin est déblayé, il est tout beau, à vous d'entretenir. En fait, à vous d'entretenir ce jardin. Et puis parfois, parfois il y a besoin à nouveau d'aide, bien sûr, et c'est complètement ok. Oui, et c'est pour ça que des fois vous organisez aussi des stages. C'est peut-être se remettre un peu dans le bain et partager des expériences avec les autres. Comment ça se déroule les stages avec vous? Ah bien, Oui. trop bien. Je m'en doute. Les stages, c'est des petits comités. En général, on se retrouve, on est 12, 14, voilà, mais on va pas trop au-delà de ça. Et je vais te laisser en parler, mais c'est vraiment un moment c'est en présentiel déjà. Donc c'est ce qui change beaucoup. Tous nos accompagnements se font à distance aujourd'hui, sauf les stages qui se font en présentiel. Donc il y a toute cette reliance qui est là. Oui, c'est vraiment des rencontres. Nous, on pose toujours cette idée que si on est là pour le temps de ce week-end ou le temps de ces 5 jours, c'est véritablement que nos âmes se sont donné rendez-vous. Donc, il y a vraiment une œuvre individuelle, bien sûr. Il y a aussi une œuvre commune qui se joue. Et donc, on met en place toujours une vraie connexion dans le groupe, parce qu'on sait à quel point le collectif peut aussi soutenir l'évolution individuelle et inversement. Donc, il y a vraiment ce mouvement-là. Et c'est toujours des moments qu'on souhaite dans la douceur, en fait. Ça vient faire travailler en profondeur, mais ce qu'on aime particulièrement, c'est venir travailler en profondeur, mais vraiment dans la douceur, dans l'accompagnement, avec plein d'amour. Et on trouve ça vraiment beau, et souvent ça a un effet très fort, parce que justement les personnes s'y attendent pas ou le voient pas vraiment venir, tout simplement parce qu'on est habitué dans notre monde actuel à vivre quand même des choses plutôt de l'ordre
de la dureté. Il y a des rapports comme ça qui sont un peu, euh, un peu rêches, un peu rigides, un peu. Bon, il y a tout ce qui fait notre monde en évolution là en ce moment. Et notre idée, c'est vraiment d'amener que simplement par l'amour, par la présence, par un regard qui est plein de bienveillance, dans le sens de veiller bien sur l'autre, eh bien là, ça vient ouvrir des portes, mais bien plus grand finalement, et de manière bien plus pérenne, parce qu'il y a une espèce de confiance qui se pose et qui vraiment se ressent, qui se vit à l'intérieur, de se dire ok, donc l'humanité peut être ainsi, et finalement je peux aussi faire ce choix d'être cette humanité qui ouvre son cœur. Et donc il y a vraiment ce mouvement-là, et on trouve ça vraiment très très beau, parce que on sait les processus avec le temps maintenant, et on sait que par exemple sur les stages de 5 jours, tu vois, on sait que généralement dès le 3e jour, il y a des libérations, il y a vraiment des personnes qui lâchent tout, parce que voilà, il y a déjà eu cet enveloppement pendant 3 jours, et on trouve ça vraiment beau, parce que on observe et on voit que même dans les mouvements, les grands mouvements de la spiritualité actuelle, il y a encore cette pensée que pour venir vraiment secouer, il faut y aller en force, que pour venir vraiment ouvrir le cœur, il faut mettre une grande claque dans la tête. Et il y a cette croyance-là, et aussi il y a tellement cette croyance-là que c'est aujourd'hui ce qu'on vit dans notre monde, c'est-à-dire que la majorité des personnes qui s'ouvrent à cet éveil, à ce réveil de conscience, c'est parce qu'elles ont reçu une grande claque dans leur existence. Voilà, il faut dire les choses, hein. Il y a vraiment ce mouvement-là, sauf que c'est pas la voie obligée. On n'est pas obligé, et peut-être notre humanité arrivera à un moment où elle pourra simplement évoluer et s'ouvrir sans avoir besoin de vivre des choses horribles qui écrasent le cœur, qui écrasent l'être, pour qu'il puisse renaître après. Et donc c'est vraiment cet apprentissage-là aussi, cette vivance qu'on a envie d'offrir. C'est ce regard-là, d'accueillir en amour. En amour et en humour, parce qu'on met aussi beaucoup d'humour dans nos stages, on rigole beaucoup. Voilà, on aime bien jouer avec les mots, on aime bien... voilà, parfois, c'est des blagues qui mettent un peu de temps à se comprendre dans le temps. Mais nous, on s'amuse beaucoup, et les gens qui sont là aussi s'amusent beaucoup. Il y a beaucoup de rire. C'est ça, lâcher le sérieux aussi. T'as raison, parce que, en effet, dans le mouvement de la spiritualité, il peut y avoir beaucoup de sérieux qui se pose. Et c'est souvent que là que l'ego spirituel s'immisce, hein, d'ailleurs. Hein, c'est quand on commence à vraiment penser qu'on a sa vérité. Voilà, et que c'est la vérité surtout. Oui, c'est ça, et donc c'est vraiment ça, on essaie de lâcher ce sérieux, ce qui serre les yeux, hein, donc d'ouvrir le regard, et on l'amène beaucoup avec l'humour. Et ça aussi, il y a des personnes qu'on vient vraiment cueillir presque à vif, parce que ça peut être vraiment d'expliquer, là il y a une émotion, beaucoup d'émotions qui a été ressentie dans une pratique, et on va leur dire, ok, vous connaissez la checking médecine? Non. Mais c'est vraiment le principe. Spoiler. Spoiler, ouais. C'est vraiment, et on leur dit, mais si vous regardez la nature nous offre plein de messages. Et alors, la conscience des canards, on n'en parle pas assez. Donc déjà, ils disent, mais c'est sérieux, c'est pas sérieux, elles rigolent ou pas? Bon, okay. Et on leur explique, mais est-ce que vous avez déjà vu des canards qui se prennent le bec? On dit se prendre le bec, c'est pas pour rien. Hein. Donc ils se prennent le bec, ils sont là, on dirait qu'ils s'engueulent, on sait pas ce qu'ils disent exactement, mais on sent bien qu'il y a une tension. Si on observe, une fois qu'ils se sont dit ce qu'ils avaient à se dire, chacun reprend sa direction, et les deux, ils vont se secouer dans tous les sens, comme ça. Ils se secouent, mais vraiment très très fort, comme ça, partout dans tous les sens. Et en fait, ce principe-là, c'est tout simplement, là c'est de la physiologie, hein, vraiment. Quand on se secoue comme ça, en fait, on va activer la circulation sanguine, et on va se débarrasser plus vite du cortisol, notamment, qui a été produit. Et c'est ce que font tous les animaux sur notre planète. Par exemple, une biche, si elle sent qu'il y a un prédateur qui est pas loin, qu'elle entend un bruit, elle pense que c'est un prédateur, elle va avoir une tension, parce que tout de suite, il va y avoir le cerveau reptilien qui va dire il faut fuir, il faut faire quelque chose, et bon, voilà. Et si elle se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de danger, elle va se secouer tout de suite. Parce qu'en fait,
son cerveau aura produit plein d'hormones pour avoir une réponse rapide, sauf qu'elle n'en a pas besoin et que c'est toxique quand ça reste trop. Donc, elle va s'en séparer comme ça. Donc, on dit aux gens, il faut se secouer. Alors, ok, ils se secouent un peu, ils se disent, ok, très bien. Et là, généralement, On met une petite musique qui aide à secouer. voilà. On le dit pas. C'est le spoiler. C'est la danse des canards. On met la danse des canards. Voilà. Donc, en plein stage d'éveil de conscience, C'est ça. il nous arrive de déposer la danse des canards, justement. Et alors, ça permet une libération, de lâcher le sérieux, lâcher la gravité, finalement. C'est ça. Parce qu'on se raconte tellement d'histoires, notre cerveau est fait pour se raconter des histoires, hein. Et du coup, ça emmène dans plein de pensées qui n'existent pas encore, ou alors on ressasse le passé. Bon, voilà, c'est tous ces mécanismes, on n'est pas dans le présent. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir lâcher. Oui, on a reconnecté à une mémoire. Oui, cette mémoire, on est en train de la travailler, de la nettoyer. Ok, très bien. Next. C'est bon, c'est fait. On l'a vu, on l'entend. Hop, voilà, maintenant le présent. Qu'est-ce qu'on fait? Et on va se secouer. C'est super. Oui, mais ça ne m'étonne pas du tout que vos stages, que les gens s'y sentent bien parce que on sent que vous n'allez pas du tout dans le mental et dans les explications et dans les vérités toutes faites. Vous allez vraiment dans le ressenti, dans le lâcher prise, dans l'être en fait, hein, et ça se passe dans les niveaux subtils et avec toute votre authenticité, votre bienveillance, bien évidemment, ça ne peut avoir qu'un effet vraiment très important pour les gens, très bénéfique. Est-ce que vous avez une date prévue bientôt? Alors oui, on a des dates de prévues, notamment en mars. Au mois de mars, on a un stage du 13 au 15 mars 2026 qui va se passer non loin de Lyon, où là, c'est 2 jours sur le thème de l'alchimie du féminin sacré. Donc, c'est des stages entre femmes, 100% femmes, et où on vient justement travailler sur ces mémoires qu'on peut porter de l'ordre du féminin. Donc, c'est assez vaste. Et puis, on a 2 dates, et là, c'est des dates aussi qu'on adore, qui sont plutôt sur les stages de l'été. Mais on en parle déjà parce que souvent, ils se remplissent assez vite. C'est en juillet, fin juillet. Ça se passe en forêt de Brocéliande, dans un lieu juste magnifique où on a un premier stage qui s'appelle Libère ta lumière intérieure. Donc là, voilà, on vient travailler avec les figures archétypales de Brocéliande. Donc, on parle de Merlin, on va parler de la fée Morgane. Enfin voilà, on prend un peu toutes ces figures-là pour aller justement faire tout un processus d'alchimie intérieure. Et puis, on a un deuxième stage qu'on a nommé Gardienne de la Terre, où là, on va aller et travailler à l'intérieur sur aussi des choses qu'on porte, mais aussi à l'extérieur, dans des lieux sacrés qu'on a repérés déjà en forêt de Brocéliande ou aux alentours, en tout cas dans la région, parce que c'est quand même très riche en pierres levées, en dolmens, en tout ça. Et nous, on est très, très inspirés aujourd'hui à aller travailler aussi sur ça, sur la terre, avec la terre, pour aller remettre de la lumière. Alors, je le dis sans prétention, hein, c'est pas d'un seul coup on va passer et puis pouf, on va remettre de la lumière, mais en tout cas d'aller reposer de la conscience avec tout un groupe dans ces espaces-là qui ont quand même subi des choses, voilà, qui ont vécu certaines choses et qui portent des mémoires quand même très très fortes. Donc voilà, tout ça, c'est des stages de 5 jours l'été et les inscriptions sont ouvertes. Là, tout est sur notre site internet. Bien sûr. Donc, je rappelle que tous les liens sont bien sûr dans le descriptif de cette vidéo. Nous allons conclure cet entretien et la coutume veut qu'on vous laisse le mot de la fin, bien entendu. Alors, chacune votre tour, est-ce que vous avez un petit message pour toutes les personnes qui nous écoutent? Alors moi, j'ai envie de revenir quand même sur ce thème de l'art et de transmettre le fait que l'art, c'est accessible à tous, qu'il y a eu tout un mouvement et une vision de se donner cette impression qu'il y avait des artistes et puis il y avait le reste du monde. Il y avait ceux qui créaient et puis le reste du monde. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est en chacun de nous.
Je pense que c'est même ancestral finalement parce que je crois même que l'humanité s'est révélée et réveillée à travers l'art, que ça a été le premier moyen d'expression. Donc c'est quelque chose d'inné, on le porte tous, et ça peut être à travers plein de choses. C'est pas forcément dessiner. Ça peut être en effet créer un jardin, ça peut être plein de choses comme ça. En tout cas, je pense que c'est un mouvement qui est important pour l'être humain, cette création, parce que l'art finalement c'est vraiment une respiration du vivant. C'est vraiment comme ça que je le vois. Donc oser, tu vois, dans les stages aussi, souvent il y a des moments créatifs et on sait à quel point le premier élan, ça va être de dire ah non mais moi je sais pas dessiner ou moi je sais pas faire. Et en fait, finalement ça se fait et ça se fait magnifiquement. Dernier stage, elles ont créé un oracle à chacune en créant des cartes. On a un oracle magnifique qui a été créé, qui appartient au groupe bien sûr, et c'était juste splendide. Donc sortez de cette vision, je sais pas faire, je sais pas dessiner, je sais pas. Mais laissez-vous juste transporter. On n'est pas sur de l'esthétique, mais sur l'expression de soi. C'est sortir de soi, et comme si c'était un pont finalement, l'art, la création, un pont entre son monde intérieur et le monde extérieur. Et donc ça permet de le voir, de le visualiser, sans juger, sans analyser, mais vraiment de sortir ça. Voilà. Bah, tu as dit plein de choses. Moi, j'ai envie de revenir juste à cette notion de respiration et de dire voilà aux personnes qui nous écoutent d'oser se laisser inspirer, d'oser respirer et d'oser prendre ces temps-là. Juste avant l'entretien là qu'on a, j'ai une phrase qui est arrivée, je l'ai notée, qui dit voilà, l'art, c'est la langue de l'âme quand les mots deviennent trop petits. Et je trouve que c'est beau parce que c'est ça, c'est l'inspiration. Donc finalement, voilà, oser inspirer. Oser inspirer. Et vraiment, je le dis avec le corps, de s'octroyer des temps de respiration parce que ça ouvre le canal, ça ancre dans le corps. Et donc, ça fait un pont parfait entre cette terre, ce ciel et l'espace du cœur. Donc voilà, je veux dire, oser respirer. Bien, que dire de plus si ce n'est un grand merci à toutes les deux. Merci infiniment à toi, Sandrine. Merci pour ton invitation. Je suis tellement contente de te retrouver. Oui, moi aussi. Merci beaucoup. Merci à vous qui avez écouté cette émission. Et puis, si vous sentez l'appel, allez visiter le site de nos invités. Je vous rappelle aussi que j'organise de temps à autre des ateliers artistiques, justement en ligne. Et petit scoop, il y a un livre qui se prépare. Alors, à très bientôt. De toute façon, la semaine prochaine, avec un nouvel interview.